effectivement. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'il y ait moins de recours aux urgences parce qu'il y a davantage de prévention, davantage d'accueil aussi en ville. Et ensuite, que les postes qui sont ouverts dans nos hôpitaux puissent être pourvus. Ça, c'est toutes les mesures d'attractivité. C'est pour ça qu'on forme plus de médecins pour équilibrer tout ça. Parce que là, vous prenez à la fois, on va dire, tous ceux qui arrivent et en même temps devait être davantage renforcé aussi On prend beaucoup de gens. en effectif. Je sais, vous faites un travail qui est... Patients, dont des patients des personnes étrangères qui sont en situation irrégulière. On prend tout, l'hôpital prend tout. Tout. On est obligé de tout absorber. La ville, tout. Et l'hôpital est en train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est en train de mourir. J'ai parfaitement conscience des grandes difficultés. J'ai conscience des difficultés, mais je vois aussi les raisons d'espérer régler un certain nombre de problèmes. Bien sûr. Il y a quelques années, on aurait parlé de Ségur, de rénovation de locaux comme on en a fait ces toutes dernières années. On n'y aurait pas cru. Les moyens qui ont été débloqués sont colossaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça se traduise très concrètement pour vous dans vos conditions d'exercice. C'est ça le sujet. On voit que là, vous avez une nouvelle unité, toute récente. Maintenant, l'enjeu, c'est sur les ressources humaines et le fait que vous ayez suffisamment de collègues autour de vous pour être capable de vous soutenir et que vous ne soyez pas, vous prendre toute la pression. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Je vous propose de venir voir le service, Monsieur le Premier ministre. Oui, bien sûr. En tout cas, merci. Je ne sais pas si on vous entendait, Maurice Safran. Oui, là, on vient le médecin qui fait la visite dit on va dans un autre service, Monsieur le Premier ministre. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est pas l'heure. Mais il faut bien voir que c'est une séquence extrêmement forte. Oui, c'est très fort ce qu'on vient d'entendre. Le Premier ministre a en face de lui quelqu'un, je ne sais pas si elle est médecin, si elle est infirmière, je ne sais pas, qui lui dit l'hôpital est en train de mourir. Oui. Donc c'est une séquence, effectivement, qui est extrêmement puissante. D'autant plus puissant que ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est président de la République aujourd'hui. On en est, vous décomptiez, le 7e ministre la dernière de la était par Santé intérim, avec Agnès Pannier-Runacher. Ah oui. Ouais, bon, c'est un échec de ce point de vue-là aujourd'hui. Alors, je vous présente Bruno Millienne, pardonnez-moi, parce que vous êtes avec nous sur le plateau, on ne vous a pas encore présenté, député Modem des Yvelines. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous. Oui. Non, mais de toute façon, le problème de l'hôpital n'est pas un problème récent. Je vais retirer aucune des responsabilités sur les différents quinquennats du président Macron, mais c'est pas récent. On date la lente descente aux enfers de l'hôpital environ depuis 2002. Donc, vous voyez, ça remonte pas à hier. Il y a des choses qui ont été tentées, qui n'ont pas été menées jusqu'au bout. Il y a effectivement, et là, vous voyez, ça rappelle d'autres problèmes qu'on a connus pendant la loi immigration sur la régularisation sur certains métiers en tension. Moi, pendant qu'on était... pendant qu'on discutait de la loi. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté, nous. Mais pendant qu'on croyait qu'on allait discuter de la loi, on a eu... moi, j'ai été alerté... par un hôpital où le psychologue qui était une psychologue brésilienne qui venait de perdre le renouvellement de ses papiers et qui donc n'avait plus de contrat, il manquait un psychologue. Donc vous voyez, tout ça est lié, il y a les métiers en tension, il faut qu'on régularise les gens. On a remis en place, effectivement, on a arrêté le numerus clausus, mais il faut 10 ans pour qu'ils soient formés. Et puis il y a cette organisation entre la médecine hospitalière et la médecine de ville qui a toujours été, depuis, on va dire, les années 2000, et ça, il y a des tentatives qui ont été menées, qui a toujours été un échec. Oui, alors, jusqu'à quel point on peut impliquer effectivement les médecins de ville à faire en sorte de prendre le relais, notamment à certains moments, sur ce qu'on appelle la bobologie, ce qui peut se traiter assez rapidement, la bobologie à la place des urgences. Parce que les urgences, vous pouvez les renforcer autant que vous voulez, il le faut d'ailleurs. Ça n'arrêtera pas l'afflux. Si de l'autre côté, on n'organise pas mieux... Non mais bien sûr, vous faites le constat de tous les problèmes de l'hôpital. Oui, mais c'est à ça qu'il faut qu'elle s'attaque, Catherine Vautrin, maintenant. On a 3 ans et demi pour des résultats concrets. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une instabilité chronique au sein de ce ministère de la Santé, qu'aujourd'hui on a une ministre qui est nommée, qui apprend tout, en fait ne gérera pas la santé, qui sera gérée par Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que ce problème-là aujourd'hui, qui est l'instabilité... Il faut qu'on arrête maintenant de bouger les gens. Enfin, il y a eu une crise aussi, une pandémie sur le Covid qui a rincé pas mal de ministres. Mais il faut qu'on arrête maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut que vraiment... Là, les 3 ans et demi qui viennent, je l'ai dit sur d'autres plateaux, c'est 3 ans et demi d'actions concrètes, visibles sur le terrain. Oui. Il faut arrêter de parler. Oui, mais à chaque fois, le temps se raccourcit un peu. Là, oui, mais je sais, mais j'en suis le premier désolé. On est, nous, au Modem...
porteur de solutions concrètes assez souvent qu'on ne nous prend pas d'ailleurs. Oui, et on va voir que ce gouvernement au MoDem, il fait grincer des dents. On va y revenir avec vous, mais tout d'abord. Ce qui vous fait dire ça. On va en parler dans un instant, mais on rejoint Mathieu Desmoulins tout de suite en direct de Dijon. Bonjour Mathieu, vous suivez ce déplacement de Gabriel Attal et de sa ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, mais c'est Gabriel Attal au premier plan pour l'instant. Oui, c'est presque Gabriel Attal qui accompagne finalement Catherine Vautrin pour ses premiers pas en tant que ministre. La découverte pour elle, en quelque sorte, depuis qu'elle a pris ce super ministère de la Santé, du Travail et des Solidarités dans un hôpital. Ses premiers contacts aussi avec les professionnels médicaux depuis qu'elle a hérité de ce portefeuille. Mais au-delà simplement des premiers pas, de marteler, comme veut le faire Gabriel Attal, avec un déplacement par jour, les priorités du gouvernement, il y a la question de faire accepter cette nouvelle ministre qui fait grincer des dents. En privé, François Bayrou, par exemple, parle d'un gouvernement RPR en raison de la forte présence d'anciens responsables ou militants de l'UMP et des Républicains, dont fait partie Catherine Vautrin. Et puis même le lieu de ce déplacement, Dijon, fief de François Rebsamen, soutien d'Emmanuel Macron, mais représentant de l'aile gauche de François Patria, très proche également d'Emmanuel Macron, n'est pas du tout anodin. C'est d'essayer de jongler encore sur ces deux jambes, montrer qu'une ministre représentante de l'aile droite va pouvoir cohabiter dans les prochaines semaines avec des représentants de l'aile gauche de la majorité. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. Vous nous disiez pas du tout Bruno Millième quand Mathieu évoquait à l'instant la réaction de François Bayrou. Alors le Figaro dit même que le président de votre parti, le MoDem, serait prêt à entrer en résistance. Oui, rentrer en résistance, ça ne veut pas dire certaines choses que j'ai entendues, mais parce que François ne les a pas prononcées déjà. Non, mais quand vous regardez la photo, honnêtement, quand nous, MoDem, on regarde la photo du gouvernement, je parle uniquement de la photo, je ne parle pas des actions, elles n'ont pas commencé. Mais la photo, oui, on n'est pas satisfait, c'est évident. Un seul ministre MoDem, ministre de plein exercice, on n'est pas satisfait pour nous qui sommes les alliés de la première heure. Là, vous en aviez 4 dans le précédent gouvernement. Oui, on avait un ministre de plein exercice et des ministres délégués. On va voir. Toutes les nominations sont pas Toutes les nominations, donc, première chose, déjà, nous, il va falloir qu'on attende le discours du président de la République, enfin la conférence de presse maintenant, puisque c'est officiel, la conférence de presse du président de la République, pour voir quel est le cap qu'il fixe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le discours de politique générale. D'ailleurs, c'est assez bizarre que ça intervienne dans cet ordre-là. Enfin bref, on n'est pas une bizarrerie près. Vous pourriez sortir de la majorité pour être clair et concret. Non, pourquoi faire? On est là pour travailler au service des Français. Si on sort de la majorité, on ne fait plus rien. Donc il y a un moment, soit on essaye d'influer à l'intérieur de la majorité pour que les choses avancent, soit on arrête, quoi. Ça, on arrête complet. Mais moi, je me suis pas engagé auprès d'Emmanuel Macron pour laisser tomber. Alors, même si je suis pas d'accord de temps en temps avec lui. Mais dans ce cas, la résistance... La résistance, c'est pousser en avant pas mal de choses qu'on a mis sur la table depuis pas mal d'années et qui sont pas reprises, et des choses concrètes. Je vais vous en prendre une. Ça fait 2 ans que je demande au ministre de la fonction publique d'envoyer une circulaire au préfet pour que les députés puissent avoir accès à l'observatoire de la vie publique qui a été mis par Amélie de Montchalin, pour qu'on comprenne pourquoi les politiques publiques qu'on vote en notre âme et conscience et de bonne foi n'arrivent pas à se déployer sur les territoires. Moi, je me suis livré à l'exercice sur le mien. Il y a 2 raisons principales. Une, manque de ressources dans les pouvoirs déconcentrés de l'État. Ça, c'est pas très compliqué. On en prend pour un temps donné en administration centrale, on met là-bas pour mettre en place les politiques publiques. Et 2, qui est moins dit, des oppositions, des collectivités locales d'opposition qui freinent des 2 fers pour mettre en place les politiques publiques. Vous voulez dire qu'on vous entendra plus médiatiquement ce pour exprimer votre mais il y a un changement très important. Il n'y a pas de doute là-dessus, quelles que soient les réponses du président aux questions des journalistes et quel que soit le discours de politique générale du Premier ministre. François Bayrou a joué un rôle absolument décisif et considérable dans la première élection d'Emmanuel Macron. François Bayrou a joué un rôle très important dans la formation du gouvernement Édouard Philippe. François Bayrou a joué un rôle considérable dans la formation du gouvernement Jean Castex. Idem dans la formation du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il n'a joué aucun rôle cette fois-ci dans la formation du gouvernement de Gabriel Attal. Il a tout juste pu sauver la peau d'un ministre de l'Agriculture dont on reconnaît qu'il est extrêmement compétent. Voilà. Pourquoi ? Donc, pourquoi ? Parce qu'il va falloir répondre, il va falloir que François Bayrou et le président et les autres répondent à la question essentielle. Est-ce qu'il est acté définitivement un changement de nature du macronisme
tels que François Bayrou et Emmanuel Macron l'ont conçu en 2017. C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, et il va falloir qu'on réponde à tous les Français dans les semaines qui viennent, est-ce qu'aujourd'hui on a un gouvernement de droite classique? Catherine Vautrin n'est pas une libérale. Pas du tout. Catherine Vautrin, c'est la droite chiracienne la plus classique. Donc voilà. Mais effectivement, c'est un gouvernement qui est très RPR. Ça, c'est exact.